j'avais presque une FOMO de ma propre vie. Enfin, une espèce de peur de louper le bon chemin, le truc où je m'épanouirais vraiment, le bon projet, la bonne voie, le bon pays. Et le truc, c'est que en parallèle de ça, le fait de patienter avant de faire un choix, c'était plus non plus quelque chose qui m'épanouissait parce que je sentais que même si j'ai adoré ce second voyage, je sentais quand même que le voyage perdait un peu de son sens pour moi. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Tu te sentais coincé dans une routine qui ne te satisfaisait plus, alors tu es parti en voyage. Tu as adoré l'expérience, donc tu as recommencé. Et puis, plus tu voyageais, et plus tu te disais que ce pays-là est cool, celui-là aussi, que tu te voyais habiter ici, et puis là, en fait, tu te voyais habiter partout. Tu t'es dit que tu pouvais vivre la Dolce Vita en Italie, que tu pouvais aller prendre ton petit cours de yoga avec vue sur la mer le matin à Bali. Tu t'es dit que tu irais faire des marches en forêt au Guatemala. Bref, tout t'a plu. Sauf qu'à la base, toi, tu étais parti pour faire un choix. Parce que t'étais perdu dans ta vie et que tu t'es dit que, normalement, le voyage, eh bien, ça te permettrait de répondre à tes questions. Et là, c'est l'opposé qui s'est passé. Des choix, tu n'as plus que ça. Steph a vécu exactement cette situation. Aujourd'hui, elle est coach professionnelle et elle nous partage son voyage personnel, de sa recherche de sens à ses expériences de voyage qui ont profondément transformé sa vision de la vie et des choix professionnels. Au fil de notre discussion, nous explorons ensemble son désir de voyage, les décisions qui ont changé sa vision de la vie et comment elle a trouvé un nouvel élan en se lançant dans le coaching. Et tu verras, elle te donne déjà un élément de réponse, à savoir, tu n'es pas obligé de savoir. Et ça, je trouve que ça enlève une grosse épine du pied. Donc si tu cherches des réponses pour donner du sens à ta vie, ou tout simplement comment arrêter cette anxiété autour de « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» alors cet épisode est pour toi. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Steph. Hello Anastasia. Je suis ravie de t'accueillir sur De Vraies Vies, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et avant de commencer, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Parce que tu as eu 30 ans il y a quelques jours à peine. Je sais que c'est un gros passage pour les personnes, le cap des 30 ans. Et en fait, finalement, ça se passe toujours bien. Et moi, je trouve que la trentaine, c'est trop cool. Donc bienvenue dans la trentaine. Voilà. Merci de m'accueillir dans ton club et puis sur ton podcast également. Alors Steph, donc tu es coach professionnel. Tu aides les femmes qui le souhaitent à retrouver confiance et sérénité dans leur vie pro. Et perso aussi, car tu dis que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis assez d'accord avec toi. Tu habites aujourd'hui, si je me trompe pas, à Barcelone. C'est bien ça ? Oui. Ok, et tu es une grande voyageuse. C'est pour ça que tu es ici. Et comme je te le disais en off, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que tu étais déjà passée dans le podcast, puisqu'effectivement, alors je t'ai pas interviewé et j'ai complètement oublié, mais tu as partagé ton témoignage dans le podcast pour une série qui s'appelait à l'époque Chamboulement. C'était au moment du Covid. Et donc toi, tu étais en Asie avec ton copain australien au moment du Covid. Mais on va pas revenir dessus tout de suite. D'ailleurs, je mettrai le lien vers cet épisode pour écouter la petite péripétie de ce moment-là de ta vie. Mais on va revenir un peu plus en arrière. Et on va parler de toi quand tu étais petite et de ton rapport au voyage. Est-ce que tu en as quel souvenir tu en as ? Pas énormément de souvenirs, puisque dans ma famille, ce ne sont pas des grands voyageurs, bien que je viens d'une famille d'immigrés. Puisque ma mère est sicilienne et mon père est né en ex-Yougoslavie. Donc peut-être que c'est ce qui a planté la graine d'aller vivre dans d'autres pays, mais en tout cas, eux se sont installés dans une ville en France et n'en sont jamais partis. C'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison, j'ai toujours vécu dans le même appartement, dans la même ville. Et donc, on voyageait quand même lorsque j'étais petite, mais jamais très loin. J'étais d'ailleurs jamais sortie de l'Europe avant au moins mes 20 ans. Et donc, c'était plutôt à travers les livres, les documentaires. Je pense comme beaucoup d'enfants, voilà, j'adorais regarder des documentaires sur les Incas, sur les steppes mongoliennes, et ça m'inspirait beaucoup. Intéressant, mais effectivement, je pense que le fait d'avoir des parents immigrés, je ne sais pas comment on dit. C'est ton cas aussi? Oui, alors moi, c'est pas mes parents, c'est mes grands-parents.
parce que on vient toutes les deux de Metz, de la Lorraine, et effectivement il y a une grosse vague d'immigration des Italiens notamment, dont mes grands-parents du coup font partie, et je pense qu'effectivement, alors je sais pas si c'est ça qui a déclenché l'envie de voyage, mais il y a forcément il y a ce côté où t'es pas forcément enraciné à la terre. Oui, tout à fait. Puisque tu viens tes origines sont ailleurs. Et je trouve que, je pense que ça fait partie. Tu vas donc faire tes études, tu as fait Sciences Po Strasbourg, et à la fin de tes études, tu vas décider de partir en voyage solo autour du monde, donc pendant 1 an. Comment est né ce projet dans ta tête ? Il est né, je pense, bien avant le départ, et en tout cas, plutôt même, je pense, dans l'enfance. Mais il avait été un petit peu mis sous un couvercle pendant toutes ces années, et il est réapparu, on va dire, pendant ma 2e année de master. Et j'avais quand même déjà, je l'ai pas forcément précisé, mais j'avais déjà cette envie de bouger, cette envie de découvrir, puisque donc effectivement, je suis de Metz comme toi, et à 18 ans, je suis partie me faire mes études un tout petit peu plus loin à Nancy, et puis ensuite, pour ma première année de master, je voulais aller à Lille, puis ensuite je suis allée à Strasbourg, donc j'ai pris ces opportunités-là qu'on a en France de pouvoir faire des licences, des masters à différents endroits pour découvrir de nouvelles villes, et je pense que ça m'a un petit peu mis le pied dedans, en tout cas cette envie de découvrir plus. Et le truc, c'est que pendant toutes mes études, j'étais quand même dans une logique de carrière. C'est-à-dire que je voulais une belle carrière, j'ai des parents qui, du coup, sont d'un milieu plutôt classe moyenne, mais modeste, et ils avaient beaucoup d'espoir pour moi, et moi, j'ai vraiment intégré ce truc de je vais faire une grande carrière, je vais être, quand j'aurai 25 ans, je serai, alors, à l'époque, 25 ans, ça me paraissait vieux, tellement, j'aurai des talons hauts et un tailleur. Voilà, je travaillerai dans des grandes entreprises, etc. Et donc je pense que j'ai un peu conservé cette attente quelque part en moi, et donc dans mon parcours scolaire, j'ai vachement intégré ça, c'est-à-dire que je faisais toujours les meilleurs stages possibles, je me décarcassais pour d'ailleurs parfois je faisais 2 stages en été alors qu'il y en avait un qui était obligatoire. Je suis pas partie en Erasmus pour pouvoir faire un stage supplémentaire. Donc voilà, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir une future carrière. Et tous les étés, je travaillais, on sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas mon besoin d'argent de poche. Mais c'est chouette parce que cet argent m'a justement permis de voyager ensuite, puisque j'avais pas mal économisé pendant toutes mes années d'études et de travail à côté. Et c'est plutôt en fait en entrant en Master 2, puisque ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à Sciences Po, j'ai fait un parcours public. Donc pour passer les concours de la fonction publique et travailler en tant que manager, on va dire, dans la fonction publique, c'était un petit peu le moyen pour moi déjà de faire quelque chose au service des autres, si tu veux. Pour moi, l'entrepreneuriat n'a jamais été une option, ni dans ma culture, ni dans mon histoire familiale, ni dans ma tête. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de pas forcément travailler pour des entreprises qui cherchaient qu'une chose, c'était de faire du profit. Et donc, le service public, ça me paraissait bien, en fait, cette idée de servir les autres. Bon, il y a eu quelques déceptions, c'est sûr, mais j'avais cette idée en tête, du coup, de passer les concours de la fonction publique, et arrivé en Master 2, j'ai eu un petit électrochoc en me disant, mais attends, si tu te lances, ça veut dire que là, le chemin est tout tracé. C'est-à-dire que tu vas te lancer, tu vas commencer à faire carrière dans la fonction publique, et puis tu vas monter les échelons, et puis sans doute qu'ensuite tu vas avoir des enfants, et ça va être de plus en plus difficile. Alors certes, il y a cette possibilité d'avoir une dispo dans la fonction publique, mais bon, je me connaissais, je savais qu'une fois que j'ai été lancée, il y avait de fortes chances que je reste focus et que je ne dévie plus finalement de cette trajectoire que j'aurais empruntée. Tu te voyais enfermée déjà en fait. C'est ça. Et je me suis dit, mais mince, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose ? Et là, ça a commencé à me travailler, et ça a surgi d'un coup. Et ce qui a beaucoup aidé aussi, il faut quand même le dire, c'est que j'ai découvert un groupe Facebook que je pense que tout le monde connaît sur ce podcast. C'est les backpackeuses. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Backpackeuses. C'est ça. Et c'était donc en 2015. Et là, ça m'a ouvert une porte. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas une option non plus de voyager seule, de faire des choses en solo comme ça. Et là, je découvrais des femmes qui allaient à l'autre bout du monde seules pendant des longs voyages en sac à dos, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et donc, c'est comme ça qu'est né, en tout cas que l'idée est née avant, mais ça a vraiment ouvert cette porte de c'est possible pour moi aussi. Autour de moi, personne n'y croyait. Quand j'en ai parlé pour la première fois, tout le monde m'a dit, parce qu'il faut quand même que je précise que j'étais une grosse peureuse, que même si j'avais déjà fait des petites sorties de zone de confort, j'étais quand même, j'avais peur des araignées, des insectes, de plein de choses. Et donc, on m'a un peu rionnée quand j'ai partagé ça dans ma famille. Ils se sont dit, jamais elle va le faire. Ils t'ont pas pris au sérieux, quoi. C'est ce projet. Ouais. Donc, le projet est né, et donc en Master 2, tu t'es dit quand même, je vais finir mes études.
mais c'est sûr, je pars. Est-ce que justement, alors tu parlais de ton entourage qui n'y croyait pas, quand ils ont compris que en fait, t'étais plutôt sérieuse et que t'étais vraiment en train de construire ce projet, c'était quoi leur réaction? Alors, à ma grande surprise, ils n'ont pas tenté de me décourager. En tout cas, c'est pas le souvenir que j'ai parce que ça remonte un petit peu. Ils m'ont pas non plus dit: «C'est super, ma fille, fonce». Bien sûr, ils avaient plein de peur, mais ils savaient que si j'ai quelque chose en tête, j'y vais, en fait. C'était juste, ils ont pas essayé de me dissuader, je pense, parce que enfin, je pense qu'au début, peut-être qu'ils ont essayé un petit peu de me dire, «Mais une fille seule à l'autre bout du monde», enfin voilà, les classiques des parents. Et ensuite, bon, ils ont vu que ça ne servirait strictement à rien puisque je suis, comme on dit en italien, testaruda. Voilà, non, j'ai mélangé l'espagnol et l'italien. C'est quoi? C'est tête brûlée? C'est tête Tête dure. tête dure, c'est ça? Hem, OK. C'était plutôt quelques inquiétudes, mais j'avoue que ça ne m'a pas ébranlée plus que ça. Mmh. Et donc ça, c'était le projet de partir, seule pendant 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu attendais de ce projet aussi? Est-ce que tu en attendais quelque chose en particulier ou tu t'es dit: «Je fais 1 an et après je reviens dans le moule», en gros? Exactement. Ça, c'était vraiment le projet sur le papier. Je pense qu'au fond de moi, je savais que ça se passerait sans doute pas comme ça. Et dès que j'ai mis un pied dans mon premier pays, qui était la Colombie, j'ai senti qu'il y avait pas de retour au point A. C'était pas possible. Et donc, effectivement, l'idée, c'était de faire tout ce que je rêvais de faire, mais de pas attendre la retraite. Et donc, avec bien sûr le budget que j'avais, qui a dû changer un petit peu mes plans de voyage, qui étaient un peu excentriques au début. Mais le but, c'était voilà, de faire un tour du monde et de profiter pendant 1 an et ensuite de me consacrer à ma carrière et pas avoir de regrets, en fait. C'était vraiment ma peur à l'époque, c'était d'avoir des regrets. Je vois complètement de quoi tu parles. Et tu as parlé, rapidement des peurs, en tout cas que tu étais, peureuse. Alors on va pas c'est pas le sujet de cet épisode, mais quand même j'aime bien en parler. Comment ça s'est passé quand tu as dû partir, toute seule? Est-ce que tu te souviens un peu de ce que tu ressentais au moment où tu t'es dit: «Bah, en fait, là, c'est bon, ça y est», parce qu'il y a travaillé le projet en amont, ça, c'est toujours marrant et après, quand il faut mettre le pied, et que tu arrives en Colombie, le premier c'est ça, Colombie? Comment tu te sentais à cette époque-là? Alors déjà, une semaine avant, j'ai commencé à réaliser ce qui allait arriver. Et je me suis dit: «Oh my god, oh my god» et je suis, quand même partie et en arrivant là-bas, je me suis sentie perdue. Mais vraiment, c'était tellement d'informations, tellement de nouveautés. En plus, mon niveau d'espagnol et d'anglais était, au ras des pâquerettes, du coup, je me suis sentie, perdue, mais c'était aussi un challenge et il y a plein de moments où, ouais, je pense que c'était une tornade d'émotions, en fait, vraiment à ce moment-là, de «C'est génial, mais j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je vais faire? C'est 1 an, c'est long» et en fait, plein de questions qui se superposaient et en même temps et en plus, c'était très proche, le départ était très proche de mon anniversaire et là, je pense que ça a été mon premier coup de blues. C'était 1 semaine après le départ où vraiment je me suis dit: «Mais je suis toute seule» et du coup, c'est marrant parce que j'ai recherché, je sais pas pourquoi exactement, mais je pense que j'avais besoin d'être entourée. J'ai recherché un couchsurfing et je sais pas, j'avais besoin d'être entourée d'une famille et du coup, ils m'ont fait un gâteau d'anniversaire et justement, il y a quelques jours, pour mes 30 ans, ils m'ont dit donc c'était il y a des années et là, ils m'ont envoyé un message il y a quelques jours en me disant qu'ils pensaient toujours à moi, qu'ils avaient un souvenir, super, donc c'est trop mignon. Ça, c'est un beau couchsurfing parce que c'est pas tous les cas tous les jours comme ça. En tout cas, super d'avoir, pu trouver, à l'autre bout de la terre finalement une petite famille, un semblant de famille pour fêter son anniversaire. Je suis d'accord avec toi, moi les anniversaires, c'est toujours un moment que je redoute beaucoup. Il y a des gens qui adorent leur anniversaire. Moi, je déteste mon anniversaire pour ça, je sais pas, plein de peur, quoi. Bref, tu reviens en France au bout d'1 an et tu te dis que tu reviens avec encore plus de questions sur ta vie. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu comment cette expérience justement a changé un peu ton point de vue sur ta vie, changé tes plans? Parce que tu disais que le but c'était de faire une pause et puis de revenir dans la vie, j'allais me dire la vraie vie, mais c'est pas ça. Alors oui, c'est vrai que mais je sais plus exactement pointer quand, le shift s'est fait, mais je pense que ça a été instinctif de me dire, «Je ne vais pas retourner dans ces plans-là». Mais c'était quand même une sécurité pour moi, de pouvoir, me dire qu'au pire, bah, voilà, je passerai les concours de la fonction publique, c'est toujours là. Bon, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient un peu une illusion puisque les connaissances, ne sont plus du tout les mêmes et tout évolue. En tout cas, effectivement, j'avais ce truc de alors, en réalité, quand je suis rentrée, je savais déjà que je voulais repartir.
Par contre, avec le recul, c'était peut-être aussi une fuite en avant parce que, alors certes, j'avais hyper envie de découvrir l'Amérique centrale, qui n'avait pas fait partie du premier voyage, mais aussi j'avais un peu cette peur de et maintenant quoi? Je ne savais pas quoi et j'avais peur de m'engager dans quelque chose qui n'était pas la bonne chose. Et en plus, le voyage avait ouvert tellement de nouvelles possibilités. J'étais partie avec quelques questions quand même et j'étais revenue avec beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'options. Je me sentais un petit peu débordée, submergée par tous ces choix et toutes ces voies possibles. Et donc, la solution, ça a été de repartir, ce qui était très cool, mais sans doute aussi effectivement une fuite en avant. Ouais, tu le sentais déjà que c'était pour retarder un petit peu cette entrée justement sur le marché du travail qu'on considérait comme obligatoire. Enfin, elle est obligatoire d'une certaine manière, mais pas forcément dans ce que tu avais imaginé. Et ces 6 mois, ils t'ont apporté quoi finalement en plus que parce que du coup tu pars en 6 mois en Amérique centrale. Effectivement, tu dis que c'est un rêve, mais aussi une fuite en avant. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a permis d'avancer? Ou est-ce que t'es revenu, t'avais toujours les mêmes questions en fait? Mais j'en avais encore plus. Parce que vraiment, pour le coup, pendant le premier voyage, je me suis pas tant posé de questions que ça. Entre les deux, j'ai quand même travaillé quelques mois pour financer, bien sûr, ce second voyage. Et là, je me posais pas de questions puisque j'avais un but. Sauf que pendant ce voyage, enfin, moi, j'ai tendance à beaucoup penser à l'avenir. Je suis quelqu'un qui pense pas trop au passé, mais qui est très focus sur qu'est-ce que je vais faire, comment, etc. Ce qui génère pas mal d'anxiété, bien sûr, puisque l'avenir est incertain, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et puis parfois, on n'a juste pas les réponses maintenant, et c'est pas grave. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Sauf qu'à cette époque-là, je voulais déjà savoir ce que j'allais faire d'ici 5 ans. Et j'étais incapable de le dire. Et plus je voyageais, plus les choix, les options s'accumulaient, plus je voyais de pays potentiels qui étaient super intéressants où je pourrais m'installer, plus je voyais de projets intéressants. Et devant cette multiplicité de voies, vraiment, je suis rentrée de ce deuxième voyage complètement perdue, avec quand même la certitude que je ne voulais pas retourner dans la fonction publique, c'était déjà un truc en moins. Mais vraiment, je savais pas, est-ce que j'ai envie de m'installer au Mexique, d'avoir une ferme de chèvres, est-ce que je veux aller en Nouvelle-Zélande? Enfin, tout était possible. Et puis, bien sûr, il y avait aussi l'option de continuer de voyager qui était là. Mais je sentais que quand même, cette question professionnelle n'était pas réglée et que c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Est-ce que tu te mettais la pression de bon bah c'est bon, j'ai suffisamment voyagé, maintenant il faut que je fasse un choix? Ou au contraire tu t'es dit bah j'ai encore le temps, on va prendre le temps de voir ce qui se passe? Là, je me mettais carrément la pression à ce stade-là. Et surtout parce que les études et les jobs que j'ai pu faire commençaient à s'éloigner. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais construit pas mal de mon estime de moi sur mes accomplissements. Tu vois, d'avoir fait une bonne école, d'avoir fait des jobs. Alors certes, c'était que des CDD entre des voyages ou avant, mais c'était quand même des chouettes jobs. Et là, en fait, je me retrouvais à retourner dans ma vie d'avant, mais à part le voyage, il n'y avait plus forcément de choses qui venaient constituer mon identité, ou en tout cas qui venaient enrichir mon estime de moi. Et donc mon estime de moi a pas mal baissé aussi à cette période-là. Et je me mettais beaucoup la pression, et surtout je me comparais aux personnes autour de moi qui, elles, avaient suivi le chemin tout tracé, qui avaient passé les concours, etc. Et je me disais, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'avais pas trop cette peur d'être en retard, un petit peu quand même, mais surtout je me disais, j'ai toujours vraiment, c'est le flou total, et je me disais, il faut que j'avance. Mais j'étais paralysée, vraiment littéralement paralysée. Ouais, je comprends bien. Mais c'est vrai que j'en parle souvent. Le voyage, c'est génial parce que justement, ça t'ouvre plein de portes parce qu'en fait, tu nais dans un endroit et en général, bah, tu as connaissance. Alors aujourd'hui, avec Internet, ça va, mais c'est vrai que tu connais à peu près ce qui t'entoure, quoi. Si tu fais des différents stages, bah voilà, tu vas connaître ça. Tu vas avoir une certaine vision de ce qui est possible. Et quand tu voyages, tu te rends compte qu'en fait, il y a encore plus d'options. Et parfois, bah, ça donne le tournis parce que tu dis, ah ok, en fait, je savais déjà pas ce que je voulais faire avant. Mais alors là, je me rends compte que tout est possible. Et c'est très chouette. Mais en même temps, c'est vrai que c'est parfois, ça fait peur aussi de se dire qu'il y a trop d'opportunités, d'expériences qu'on a envie de vivre et que peut-être, en fait, une vie ne suffit pas à vivre toutes les expériences qu'on a envie de vivre. Ça, c'est que c'est un peu, je sais pas ce que t'en penses de ça. C'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais presque une FOMO de ma propre vie. Ouais. Enfin, une espèce de peur de louper le bon chemin, le truc où je m'épanouirais vraiment, le bon projet, la bonne voie, le bon pays. Et le truc, c'est que en parallèle de ça, le fait de patienter avant de faire un choix, c'était plus non plus quelque chose qui m'épanouissait parce que je sentais que même si j'ai adoré ce second voyage, je sentais quand même que le voyage perdait un peu de son sens pour moi et que j'avais peut-être besoin de m'épanouir
ailleurs aussi. Et là, je sentais que c'était plus ce que je devais continuer à faire, même si j'adore toujours autant voyager. Ouais, je comprends complètement. Je recommande à tout le monde de partir voyager si on est perdu. Mais c'est vrai que parfois, ça ouvre plus de portes que que ça n'enferme. Et comme tu dis, au bout d'un moment, il y a, comme tu as dit, mais ça ne remplit plus en fait la fonction de base qui était de justement prendre un peu de recul sur sa vie. Et le faux mot de sa propre vie, j'aime beaucoup. Du coup, tu reviens en France et tu décides de reprendre un emploi de bureau, donc à Strasbourg. Pourquoi tu as fait ce choix de reprendre cet emploi-là ? Je pense par automatisme. Je savais tellement pas quoi faire que je suis retournée dans le connu, je suis retournée dans la zone de confort. Je me suis dit que peut-être que finalement la solution c'était d'arrêter de me poser des questions et de rentrer dans le moule. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Et tu dis effectivement ça t'a conduit à une dépression de 8 mois. Et à cette époque tu pars même 1 mois pour voyager aux Philippines. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ben oui, en fait, donc je suis rentrée à Strasbourg et en plus c'était l'hiver. On sait tous que l'hiver dans l'Est c'est assez rude. Yes. Je faisais pas un job intéressant. C'était pas la vie dont je rêvais en fait. Et les mois se sont passés. J'ai essayé plein de choses, mais en réalité, je l'ai su par la suite. Je vivais une dépression. Sauf que moi j'étais en mode combat, c'est-à-dire faire des choses, j'ai essayé plein de trucs, la Miracle Morning, la ci, le ça, et en fait, non, c'était pas vraiment le problème. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que c'est juste que le voyage me manque, parce que ça faisait peut-être 6 mois, ou un peu plus, que j'étais de retour, et je me suis dit, c'est peut-être ça. Donc, avec mon ex de l'époque, on a décidé de partir aux Philippines pendant 1 mois, ce qui à l'époque me paraissait extrêmement court, puisque je partais toujours sur des durées assez longues. Maintenant, ça me paraît très chouette, mais et on est parti, et en fait, j'ai eu de l'anxiété pendant tout le voyage. C'était, comme je dis souvent, même une plage paradisiaque ne saurait soigner une dépression. En fait, on peut être déprimé dans un cadre absolument idyllique, et c'était le cas pour moi, et c'était vraiment très très frustrant, et même pire, c'est parce que j'avais conscience d'avoir une chance infinie, de voir des choses magnifiques, et pourtant j'avais un voile noir sur les yeux, j'avais un manque d'énergie, j'avais des crises d'anxiété, mais dans des endroits improbables, et c'était ça m'a vraiment secouée, parce que je me suis dit finalement le problème est peut-être plus profond. Oui, c'est un petit peu le concept de cet épisode, c'est vrai de se dire que le voyage ne règle pas toujours tout. Et ça, faut quand même l'accepter aussi, parce que quand tu voyages, en tout cas moi c'est mon cas, t'as peut-être tendance à te dire si ça va pas, je vais partir et puis ça ira mieux. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter. Du coup, tu reviens au travail après ce voyage, et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je rentre un peu dépitée, et je me dis que finalement le problème est peut-être plus profond que ça. Et je pense que, pour revenir un peu à ce que tu disais juste avant, effectivement le voyage peut être peut résoudre sans doute plein de problèmes, et nous remettre le pied à l'étrier et nous ramener un petit peu de joie et d'énergie, si le souci se situe à un certain endroit. Là, en l'occurrence, le souci, c'était mon absence de choix. Le problème, c'était mon absence de décision dans ma vie, et l'absence de sens en fait dans ma vie, qui a mené à cette dépression que j'ai traversée. Et donc, quand je suis revenue, c'était toujours pareil, sauf que je me suis dit, c'est plus possible. Et ce qui a créé un énorme déclic chez moi, c'est une citation qu'on m'a envoyée et que j'aimerais vous lire. Ah, avec plaisir. Je voyais ma vie se ramifier devant mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur. Toujours une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et, assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, elles éclataient entre mes pieds au sol. C'est une citation de La cloche de détresse. Ça y est, j'en ai des frissons de vous la lire, parce que moi, ça m'a vraiment... ça me parle beaucoup. Et c'était vraiment... Ça m'a beaucoup bouleversée, cette citation, parce que
C'était vraiment C'est ça, en exactement fait. ça, quoi. Moi Ouais. aussi, j'étais sur la fourche de ce figuier avec toutes ces belles figues qui demandaient qu'à être cueillies et je les laissais pourrir parce que je ne faisais pas un choix. Ouais, ouais. Et finalement, mais ça marche dans tout, mais on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat. Le pire, c'est pas de se tromper. Le pire, c'est l'inaction. Et c'est exactement ça, quoi. C'est t'es là et t'attends et en fait, du coup, tu stresses parce que tu fais rien et que tu changes pas. Et tu vois, voilà, et t'as trop d'options, mais en fait, c'est de l'anxiété, hein, clairement. Ouais. Et on perd confiance en soi parce que moins on agit et plus le doute prend le dessus et est paralysant. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et quand j'ai lu cette citation que mon partenaire actuel m'a envoyée, eh bien, ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me suis dit, il est temps de faire un choix. Et là, ça m'a fait prendre conscience que ça marchait pas. Rentrer dans le moule, ça marchait pas. C'était en tout cas plus un moule qui était adapté à moi à ce moment-là. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Mais en tout cas, là, c'était pas ce qu'il me fallait et que peut-être qu'il fallait que j'arrête de me poser 1000 questions et que j'agisse. Et donc, je me suis demandé, quelle est la chose que tu aimerais vraiment faire et que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et sur la liste, une chose dont j'étais sûre, c'est que j'avais envie d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et donc je me suis dit, c'est parti, je vais chercher un travail dans un des pays d'Amérique du Sud, parce que en l'occurrence, c'est les pays que j'aimais beaucoup et que j'avais pas mal exploré. Et je suis partie. Et j'ai tout quitté, dont mon ex. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu dis que t'as quitté cette vie, ton mec de l'époque, t'as arrêté de te mettre la pression et t'es partie donc au Pérou. Et c'était quoi ce job? Je faisais de la com pour une association, Ok. pour l'Alliance française. Donc c'était mon domaine, plus ou moins. Ouais, ton domaine est en plus avec du sens. Ouais, alors bon, Oui, sur le papier. c'était pas hyper stimulant, mais c'était une super expérience et bien sûr, je n'ai pas arrêté de me poser des questions, disons-le quand même. Mais est-ce que ça t'a quand même fait un soulagement de prendre une décision un peu, moi je le vois un peu comme on enlève un bandage, un bandage, un pansement, un peu vite comme ça, hop, en mode c'est bon, c'est fait. Bon, il y a d'autres trucs à régler, mais au moins ça c'est fait. Je sais pas si tu vois l'image. C'est totalement ça. Ça m'a mis parfois quand on enlève un pansement d'un coup, ça fait un petit choc comme ça. Et ben là c'était ça. Ça m'a mis un petit coup électrique. Ça m'a remis de l'énergie dans mes piles et ça m'a redonné un élan. Et je crois que j'avais besoin de ça vraiment, de rentrer en action parce que avant de me réinstaller à Strasbourg, le voyage c'était plus devenu une action pour moi. C'était devenu ma routine. Et là, c'était une nouveauté, c'était stimulant, c'était intéressant, il y avait de la découverte. C'était un challenge et je crois que j'avais vraiment besoin de ça. Et la mission, c'était quoi le but, enfin combien de temps? Est-ce que c'était genre C'était 6 mois. 6 Donc mois? c'était OK. court, ça m'engageait C'était un pas VUE, ça? grand-chose. C'était un service civique, même pour être plus précis. Ah! Intéressant. Parce que j'étais encore jeune. Et oui, ceci n'est plus possible à partir d'un certain âge. Alors C'est ça. profitez-en. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette expérience, le Pérou? Eh bien, c'est là où j'ai arrêté de me mettre la pression. Mais surtout, j'ai commencé à vraiment me questionner. Parce que je me suis rendu compte que toutes ces années, je flottais un petit peu. Je vivais ma vie au jour le jour, je me posais plein de questions, mais je trouvais pas de réponse. Et là, au Pérou, je me suis vraiment posée et j'ai fait un vrai travail d'introspection. Mais de ceux où vraiment tu trouves des réponses et pas juste se poser un peu des questions genre je vais faire quoi de ma vie, où tu sais que tu y réponds jamais, où il y a juste plein d'options et en fait il y a rien qui se dessine. Là, l'objectif c'était maintenant on trouve des réponses. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait pendant ces 6 mois-là. Et ça m'a permis d'avancer un petit peu. Et tu l'as fait seule ce travail? Tu t'es fait accompagner? Alors, je l'ai fait seule et aussi avec des livres, OK. pour le coup, avec des questions d'introspection. Et puis aussi par des discussions. Ça m'a beaucoup aidée à cette époque-là. Il y a eu quelques rencontres qui ont changé ma vision des choses et qui ont planté quelques petites graines pour moi aussi. Et qu'est-ce qui a changé entre... Tu vois, parce que ce travail d'introspection, tu aurais pu très bien le faire à Strasbourg. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois à l'étranger, ça t'a aidé? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as osé justement enlever ce premier pansement et partir au Pérou? Enfin, pourquoi est-ce que là, tu t'es dit, OK, maintenant je mets vraiment les mains dans le cambouis et on va regarder ce qu'il y a vraiment derrière ces peurs?
Ben, je pense que sur la période Strasbourg, j'étais pas en mesure de le faire puisque cette dépression prenait vraiment beaucoup de place. Même si je luttais et que j'acceptais pas le fait d'être en dépression, mine de rien, ça m'affaiblissait beaucoup. J'avais énormément d'anxiété. Tandis qu'au Pérou, bah, ça allait mieux. J'étais soignée de ce côté-là. Donc j'avais l'espace mental et l'énergie de le faire. Parce que quand on est en dépression, on n'a pas beaucoup d'énergie. Même si il y a des personnes qui, comme moi, n'acceptent pas d'être fatiguées, etc., et continuent de faire des choses et s'épuisent. En vrai, on perd beaucoup d'énergie. Et au Pérou, j'avais de nouveau cet élan et cette énergie. C'était le moment propice. Et tu parles de dépression, c'est quand même important. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur ça aussi avec une psychologue ou comment tu t'en es... Est-ce que le voyage a simplement... Comment dire? Est-ce que juste partir au Pérou, ça t'a aidé à ne plus être en dépression ou pas vraiment? Non, je pense que c'était vraiment une question de timing parce que ça a duré à peu près 8 mois, ce qui est une durée en général... il n'y a pas de durée spécifique, mais en tout cas, moi, c'est pas une dépression chronique ni rien. Donc, c'est plutôt un temps normal, on va dire, pour que ça se résorbe. Je sais pas si j'emploie les bons mots. Et aussi parce que j'étais dans le déni. Jamais j'aurais accepté d'être en dépression. Et j'étais vraiment dans ce truc de... j'étais pas à dormir toute la journée, à être mal. En fait, j'étais vraiment dans ce type de dépression où je voulais absolument... la conquérir et j'en ai pas du tout conscience. Aujourd'hui, je me fais régulièrement accompagner c'est déjà parce que par mon travail de coach, c'est important, mais aussi justement parce que j'ai compris l'importance de se faire accompagner par un ou une psy, vraiment. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vraiment complémentaire. Je pense que ça t'aide vraiment à te connaître, à travailler sur tes traumas passés et que voilà, le voyage effectivement seul ne suffit pas. En tout cas pour la plupart d'entre nous. Ok, et donc à ton retour de voyage, donc tu fais cette espèce de bilan un petit peu de qui tu es, de ce que tu aimerais faire, et tu commences à t'intéresser à la psychologie justement et au développement personnel. Justement, comment est-ce que tu as plongé là-dedans? Alors, je saurais pas dire exactement. Je pense en fait que c'était pendant la période Strasbourg. Enfin non, j'en suis même sûre. Parce que comme j'allais mal, je voulais trouver des solutions. Et en plus, à l'époque, j'étais dans cette mentalité de non, j'ai pas besoin d'aide, je vais m'en sortir, etc. Je pense aussi que ça venait aussi faire que c'était difficile de demander de l'aide. Je pense aussi parce que dans ma famille, on a un peu cette culture ou en tout cas ces croyances que si tu vas avoir un psy, t'es fou. Voilà. Donc c'était pas naturel pour moi de faire ça. Donc je me suis intéressée par moi-même à la psychologie, au développement personnel via des livres, des podcasts. Et c'était pour moi, en fait. C'est parce que moi, j'en avais vraiment besoin. Sauf que ça m'a vraiment accrochée. Mais bon, à l'époque, moi, je suis team multipassionnée. Je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses, qui s'intéresse à quelque chose pendant X jours, X semaines, X mois, puis ensuite, je laisse tomber. Donc là, je me suis dit, bah, ça va être comme tout. En fait, je vais m'y intéresser. Et puis, dans quelques mois, je vais passer à autre chose. Ça n'est jamais arrivé. 4-5 ans plus tard, c'est toujours quelque chose qui me passionne, mais aussi parce que je le pratique, donc ça c'est différent. Mais c'est en tout cas comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser, c'est vraiment parce que j'en avais profondément besoin. Et j'ai aussi commencé, parce que je me suis dit c'est quand même génial, et notamment au Pérou, quand la partie dépression était passée, ça m'a vraiment énormément aidée. Et comme je partageais déjà depuis plusieurs années, depuis mon premier voyage, je partageais via une page Facebook mes aventures, et j'ai commencé tout doucement à parler de dev perso. J'ai commencé à partager ce qui m'aidait en fait au quotidien, mais sans, juste voilà, parce que j'aimais bien partager, sans, on était loin en fait de là où j'en suis aujourd'hui, où c'est mon métier, on va dire. Tu dis, j'espérais qu'en voyageant, en m'inspirant, je trouverais ma voie. En réalité, c'est un processus actif. Il ne suffit pas de se poser des questions, il faut trouver des réponses et surtout, il faut oser tester les idées. Est-ce que c'est ça que tu as mis en place? Parce que du coup, tu t'intéresses au développement personnel. Est-ce que tu as commencé à tester des choses que tu avais posées sur papier? Totalement. Exactement. C'est vraiment ce que m'a appris ces années de flottement, on va dire. C'est que là, il fallait que je passe à l'action et que je fasse et je verrai bien. En fait, il y en avait marre d'attendre d'être sûre puisque j'avais bien vu après des années que je ne serais jamais sûre. Donc là, j'en étais au stade où ça suffit, on teste, et puis si ça va pas, il y a plus rien à perdre. En fait, j'en étais au stade où il y avait plus rien à perdre. Et donc, je me suis dit, écoute, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant. Alors, il y a eu tout un process où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné l'idée parce que je savais même pas que ce métier existait. Et donc, il m'a fallu, ça se compte en années, entre le moment où cette personne m'en a parlé et le moment où je me suis dit peut-être que ça pourrait être quelque chose pour moi, parce qu'il y a plein de questions de légitimité, de qui je suis pour faire ça, etc.
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, ça me correspond sur tellement de points. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester? Puis si ça te plaît pas, bah, tu passes à l'idée suivante. Et en fait, j'avais quand même toute une idée de projet pro qui m'intéressait. J'aimais beaucoup l'écriture. Donc, je pensais peut-être rédac web, le coaching. Enfin, il y avait plusieurs choses qui étaient qui m'intéressaient. Et là, je sentais, en fait, que les peurs commençaient à arriver. Et je remercie la Steph de l'époque d'avoir pris cette décision, mais j'ai décidé de choisir mon plan A, en fait, parce que mon plan A, c'est celui qui m'inspire le plus, où je sentais qu'il y avait un élan, même s'il y avait plein de peurs et plein de doutes et plein d'inquiétudes, c'était le coaching. Mais le truc, c'est que mon cerveau me disait, oui, mais quand même, la rédac web, ça tourne autour de tes compétences, tu connais, c'est plus facile, c'est plus safe, c'est plus ci, c'est plus ça. Et j'ai failli partir dans cette direction, mais je me suis dit non, d'abord tu testes ton plan A, et si ça marche pas, il y a toujours le plan B. Et ensuite le plan C, etc. Et donc, je me suis lancée en me disant, je vais tester. Et donc, je me suis formée et je me suis mis en tête d'accompagner des gens gratuitement pour pouvoir tester. Avant de m'investir plus que ça dans une énorme formation, etc., j'essaie déjà de voir si le format, si juste le coaching me plaisait tout simplement. Puis il y a le côté syndrome de l'imposteur. Tu te dis que si c'est gratuit, ben les gens t'as pas ce sentiment d'avoir arnaqué les gens, même si tu leur apportes quelque chose. Mais voilà, je pense que ça aide aussi de se lancer comme ça. Totalement, et c'est ce que je recommande beaucoup aux personnes qui justement ont cette peur-là. Et donc j'ai proposé à plusieurs personnes de les accompagner gratuitement. Enfin, en tout cas à des personnes qui souhaitaient être accompagnées de le faire gratuitement. Et coup de cœur. Vraiment, je suis tombée dans la marmite. C'était vraiment... Et surtout, c'était hyper stimulant parce que je me suis rendu compte de toutes les connaissances et les compétences et les outils que j'avais besoin d'acquérir. Donc, c'était hyper stimulant. Et là, j'étais lancée et je me suis jamais arrêtée depuis. Ok, hyper intéressant. J'aimerais revenir sur un truc aussi, c'est que alors on n'en a pas parlé, mais tu as testé plein d'autres métiers en fait, en France ou à l'étranger. Tu dis donc dans la colle, marketing, la vente, la banque, le luxe. Tu as même été agente pour un DJ, préparatrice de bagels. Et moi je trouve ça intéressant, tu vois, de tester plein de métiers. Et par contre tu dis que ça t'allait bien. Jusqu'à ce que tu finisses par te lasser et qu'en fait le problème, ce que tu as compris, c'est qu'il n'y avait pas de sens dans ce que tu faisais. Et ça, c'est une problématique que je vois très souvent chez mes invités, chez mes auditrices, bien sûr. C'est que nous, alors je sais pas si c'est... À quoi c'est dû? C'est parce qu'on est plus sensible? Je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait, et ça, je le retrouve énormément. Et clairement, aujourd'hui, ton métier de coach fait complètement sens. C'est peut-être pour ça aussi que c'est logique. Alors oui, mais je pense que vraiment c'était pas exactement la clé pour moi. Désolée de te décevoir, mais je pense que pour moi, dans tous ces métiers-là, il y avait une composante importante, c'est que ça nourrissait ma curiosité. Et c'est pour ça que je finissais par me lasser, parce qu'au début, c'était super intéressant, c'était stimulant, il y avait des choses à apprendre, et puis au bout d'un moment, j'apprenais plus rien, et donc je finissais par me lasser. Et en fait, dans le coaching, il y a certes le sens, puisque on aide des personnes à transformer leur vie, mais il y a aussi plein d'autres aspects qui font que je ne m'ennuie pas et que je ne me lasse pas. Et en fait, c'est ça que j'ai compris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aide des personnes dans leur reconversion pro aussi, en tout cas des personnes qui ont ce même type de problématique, parce que je sais à quel point moi ça m'a porté préjudice de pas comprendre ça. C'est que on n'a pas qu'un besoin ou qu'un centre d'intérêt, on en a plein, et c'est important de trouver un métier qui en remplit au maximum pour qu'on puisse avoir une certaine longévité dans un métier. Il faut que ça remplisse un maximum de besoins. Et là, dans ce métier de coach, il y a certes le coaching, mais il y a aussi le fait que c'est une courbe d'apprentissage qui ne finit jamais. Il y a toujours plein de choses à apprendre, il y a toujours de nouveaux outils, il y a toujours de nouvelles connaissances. Donc déjà, ça, c'est stimulant. Il y a la diversité des profils qu'on rencontre, donc ça aussi c'est stimulant. Il y a le fait que il y a tout le reste, en fait, la création de podcasts, la création de visuels. En fait, il y a tout un ensemble de choses qui font que pour moi, en tout cas, ça me correspond. Et je pense que c'est parfois ce qui fait que qu'on n'est pas épanoui dans un job, c'est que ça remplit une chose qu'on aime faire ou quelque chose qu'on aime faire, mais ça comble pas tous nos besoins. Et puis parfois aussi, ça n'a aucun sens, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est important de prendre en compte qui on est dans notre globalité. Et parfois, le manque de connaissance de soi fait que on se dirige vers des choses qui ont l'air chouettes en surface, mais qui en fait ne nous comblent pas totalement. Super intéressant. Et dans ce que tu dis, je vois aussi, alors parce que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est aussi le côté entrepreneuriat,
puisque la création de podcasts, la création de contenu, rechercher toujours des nouvelles choses, c'est très en lien avec l'entrepreneuriat, ce que tu peux pas toujours faire avec un job salarié. Je pense qu'il y a quand même des métiers ou des postes en tout cas qui permettent cette autonomie et cette prise d'initiative et qui sont plutôt chouettes. Mais effectivement, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ce à quoi on pense le plus facilement. Mais encore une fois, c'est pas non plus fait pour tout le monde, c'est pas non plus la solution miracle. Tout comme le voyage n'est pas la solution miracle, l'entrepreneuriat n'est pas toujours la solution miracle. Mais c'est vrai qu'il y a cette question d'équilibre aussi, parce que toi, donc, tu accompagnes les personnes à réinventer leur vie pro, mais qui est très en lien avec la vie perso. Effectivement, si tu as, je sais pas, si tu as des enfants que tu as envie d'aller de passer du temps avec eux, etc., il y a peut-être aussi des métiers qui vont être plus faciles à faire que d'autres. Et parfois, on a tendance à séparer les deux, entre sa vie pro et sa vie perso. Ouais, c'est super important de justement pouvoir prendre en compte, même si c'est pas toujours agréable, nos contraintes, nos ressources, et de faire en sorte que notre projet pro s'insère de manière la plus logique possible dans notre vie perso. Et c'est pour ça que je pense que c'est important en tout cas dans mon approche, de se poser des questions sur ce qu'on veut professionnellement, mais aussi ce qu'on veut personnellement pour que ça matche. Parce que sinon, il y aura un manque de congruence, finalement, un manque de cohérence entre les deux qui fera que on va avoir du mal à se motiver et à aller au bout. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es coach épanoui, tu es aussi la créatrice du podcast J'ai peur, donc j'y vais, qui compte, alors je sais pas si c'est à jour, mais plus de 400 000 écoutes, j'imagine que c'est plus maintenant, donc félicitations. Oui, on a 1,3 million. Ah oui, donc ton site n'est pas à jour. 1,3 million, mais félicitations, c'est dingue, trop bien. Et qui a cartonné, je crois même que tu étais dans le numéro 1 podcast Spotify, j'ai vu ça, donc trop bien. Ça, c'est mon côté podcasteuse et podcast. T'as créé aussi plusieurs programmes d'accompagnement aujourd'hui, dont Oser, ton premier programme. Tu peux nous raconter comment est-ce que tu as créé ce programme, pour qui il est, nous en parler un petit peu. Alors déjà, je vais donner ce petit nom parce que c'est exactement ça a été la clé pour moi, ça a été d'oser. Et je voulais justement aider des personnes qui se sentaient un petit peu bloquées dans leur vie, notamment professionnelle, parce qu'aujourd'hui, le programme, il se focus beaucoup sur la vie pro. Et justement, à la base, parce que maintenant, il a beaucoup évolué en 3 ans, mais à la base, je voulais créer un programme pour les personnes qui rencontraient les mêmes difficultés que moi, parce que moi, j'en ai beaucoup souffert du fait d'être perdue professionnellement pendant tant d'années, de pas oser agir, de pas savoir ce que je voulais faire, d'avoir 1000 options et d'être perdue. Et donc, je voulais aider les personnes à pouvoir dépasser ça de la manière la plus fluide possible et pour pas stagner comme moi pendant des années. Et donc, j'ai réfléchi justement à quels sont les outils, quelles sont les bonnes questions à se poser, de quoi ces personnes auraient besoin pour avancer. Depuis, j'ai accompagné, je pense, une bonne centaine de personnes en coaching individuel. Donc, du coup, il y a eu plein de profils vachement différents. Justement, il n'y a pas eu que des voyageuses, il y a eu des mamans, il y a des personnes dans tout type de domaine, il y a des personnes qui, à l'inverse, ont zéro idée. Enfin, il y a tout type de profil, mais à la base, c'est vrai que quand j'ai créé ce programme, c'était justement parce que moi, j'en aurais vraiment eu besoin. Et ça a vraiment du sens, là, pour le coup, je reviens à la notion de sens, d'aider des personnes qui ont connu ce que j'ai pu, qui connaissent ce que j'ai pu connaître. Après, aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de distance par rapport à ça. C'est vrai que je parle beaucoup de cette histoire, de mon histoire autour de ça dans le podcast, mais ce que je propose, ça reste du coaching. Donc, ça veut dire que je partage pas mon expérience perso. Les gens le connaissent parce que certains, en tout cas, la plupart écoutent le podcast parmi mes clients et mes clientes, même si la plupart, c'est des clientes. Mais l'idée, c'est d'aider chacun à trouver sa voie et pas de faire comme moi donc, c'est pour ça que vraiment l'idée du programme, c'était de créer quelque chose qui puisse aider toutes les personnes avec toute leur diversité de profils. Après, je suis persuadée que on a quand même tendance à aller vers quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que nous, qui comprendra. Tu vois, je pense que tu as beaucoup de voyageuses parce que justement, c'est une casquette que t'as une voyageuse, et tu peux comprendre les problématiques qu'ont les voyageuses, que quelqu'un qui n'a pas voyagé n'a pas forcément, même si ça s'apprend. Ok, tu as parlé donc de plus de 100 personnes, 100 femmes que tu as accompagnées à retrouver confiance et sérénité. Est-ce que tu as un cas typique qu'on peut retrouver, un cas typique ou que tu retrouves chez beaucoup de tes clientes, et quels seraient tes premiers conseils ou les premiers petits pas que tu lui conseillerais pour ce cas? Oui, alors
il y a vraiment 2 thématiques sur lesquelles je suis spécialisée. L'une, c'est effectivement la reconversion pro. Du coup, je vais me focus là-dessus puisque c'est ce dont on parlait avant. Et l'autre, c'est la confiance en soi. Mine de rien, les deux sont assez liés parce qu'il y a plein de personnes que j'accompagne qui sont bloquées dans la reconversion parce que elles manquent de confiance en elles. Il y a des options qui les intéressent, mais elles osent soit pas se les avouer, soit ne pas se lancer. Et donc, c'est des questions qui sont très intimement liées. Et en fait, je pense que c'est un peu ça le cas type de personnes que j'accompagne. C'est des personnes qui sont plus épanouies professionnellement, mais qui sont bloquées. Et donc, ce qu'on commence par faire, c'est déjà un petit état des lieux. Parce que le risque, c'est aussi de rapporter un petit peu des problèmes, on va dire, dans la prochaine expérience pro. Je m'explique. Si, par exemple, une personne n'est pas épanouie dans sa vie, dans son job, en fait, parfois, c'est peut-être pas le job. Ça peut être le job, mais parfois c'est aussi que cette personne a du mal à trouver sa place parce qu'elle a du mal elle manque de confiance en elle, parce qu'elle a un peu un syndrome de l'imposteur qui, malgré les années d'expérience, la lâche pas. Donc du coup, c'est quand même difficile de s'épanouir quand on doute constamment de soi, parce qu'elle a du mal à gérer son stress, parce que elle se dit toujours qu'elle est nulle. Donc en fait, c'est pas tant le job, c'est aussi tout ce mindset, tout cet état d'esprit qui parfois a besoin aussi d'être travaillé. Et l'idée, c'est de pas lancer une personne dans la voie d'une reconversion pour qu'elle reproduise les mêmes schémas. L'idée, c'est peut-être s'il y a d'abord un problème de confiance en soi, un problème de poser ses limites, de dire non, etc., de légitimité, de travailler sur ça. Et en fait, parfois, ce que je remarque, c'est que les personnes retrouvent beaucoup de bien-être au travail quand elles font ce travail-là sur elles d'abord, et il n'y a même pas besoin de se reconvertir. Après, il y en a beaucoup aussi qui veulent se reconvertir parce que, schéma classique, j'ai fait des études longues parce que, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que le cursus m'intéressait, j'ai suivi ça sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Et puis, je me retrouve à la fin sans, faire parfois des bullshit jobs, parfois faire un job qui était intéressant, mais en fait, qui a pas de sens. Et ce sont souvent des personnes qui voient autour d'elles qu'en fait on peut faire un truc passionnant, on peut faire un truc où on a envie de se lever le matin, et qui aspirent à ça aussi, et qui du coup cherchent à être accompagnées pour trouver leur voie à elles. On arrive sur la fin du podcast, de l'épisode. Du coup, j'ai 2 petites questions encore pour toi. La première, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est au stade où tu étais retour de voyage, qui revient avec plus de questions que de réponses? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire à ce moment-là? Je dirais 2 choses. La première, c'est ce fameux travail d'introspection. C'est retourner à l'intérieur de soi, prendre le temps, parce que parfois, trouver des réponses, ça se fait pas. Il suffit pas de se poser la question une fois. Il faut laisser les choses un petit peu décanter. Mais il faut aussi ne pas se laisser piéger par je me pose des questions toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et les autres ci, les autres ça. Non, l'idée, c'est vraiment de se poser et de faire ça de manière méthodique, et c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner. Et puis la deuxième étape, c'est d'essayer des choses. C'est de pas rester dans l'intellectualisation des idées, mais s'autoriser à tester. Je sais que c'est pas toujours facile, mais tester au maximum. Il y a plein de moyens de le faire aussi. Et puis s'autoriser aussi à se tromper. Du coup, je rajoute des choses, c'est plus que 2, mais ça, je pense que ça serait des conseils. C'est s'autoriser à se tromper, et puis s'autoriser aussi à revenir en arrière, ça ne veut rien dire sur vous. Et puis aussi admettre qu'il y a peut-être effectivement 10 choix, 10 chemins de vie qui seraient super, qui seraient extraordinaires. Et l'important, c'est d'en choisir un et d'en profiter. Et c'est pas grave de ne pas tout faire, parce que parfois, quand on essaye de tout faire, finalement, on ne profite de rien. Donc l'important, c'est de choisir une voie et de s'y investir. Parce que parfois, on choisit une voie, et comme on est toujours en train de se poser des questions, on est distrait presque du chemin qu'on est en train de parcourir. On n'est pas en train d'en profiter pleinement. Et donc c'est là où, finalement, à force de regarder dans le métro, à force de regarder dans le rétro, on avance. On ne profite pas de la décision qu'on a prise. Donc si par exemple votre décision, c'est, je sais pas, de vous installer en Suède, mais que vous ne faites que penser à ce que ça aurait été si vous étiez au Mexique, ça enlève un petit peu d'énergie qui pourrait être consacrée à se créer un cercle d'amis, par exemple, ou à s'inscrire à une activité, toutes des choses qui vous feront vous sentir bien dans votre choix. Et donc, ça, c'est mon dernier conseil, c'est si vous faites un choix, et c'est important d'en faire, mais si vous faites un choix, investissez-vous à 100%, parce que ce qui fait qu'un choix est le bon, bien souvent, c'est qu'on s'y investit et qu'on en fait un bon choix dans lequel on s'épanouit. C'est un peu le syndrome de l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. C'est un petit peu ça. Super conseil, merci beaucoup. Je conseille à tout le monde de réécouter ça
plusieurs fois. Moi-même, je vais réécouter parce que parfois ça prend un peu de temps pour l'intégrer. Parfait. Donc on arrive sur la dernière question qui est la question phare de ce podcast. Donc le podcast s'appelle De vraie vie. Le but initialement, c'était de dire qu'il n'y a pas une seule vraie vie. Mais du coup, j'aimerais quand même te demander, c'est quoi pour toi si je te dis la vraie vie? Ça te fait penser à quoi? J'aurais dû réfléchir avant. La vraie vie, pour moi, c'est... Toutes les vies sont une vraie vie. Et je pense que c'est celle qu'on investit pleinement, en fait, pour revenir un petit peu à ce que je disais avant. Et il n'y a pas de vie qui a plus... de choix de vie, disons, qui a plus de valeur qu'un autre. Même si parfois, ça peut être difficile quand, dans notre entourage, on ressent une certaine pression et qu'on nous dit « c'est pas la vraie vie ». Si votre vraie vie, à vous, c'est une ferme au Mexique, et ben c'est une chouette vie. Et donc, je pense que la vraie vie, c'est celle qu'on choisit. Parfait. J'adore. Merci beaucoup, Steph. Merci, Anastasia. Où est-ce qu'on te retrouve? Quels sont tes prochains projets? Parle-nous un peu de tout ça. Alors, pour me retrouver, bien, il y a le podcast, bien sûr, qui s'appelle J'ai peur, donc j'y vais, qui est disponible partout. Et en ce moment, je suis en train de travailler justement ce fameux programme Oser qui, c'est un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis en train d'en faire un accompagnement à faire en autonomie. En tout cas, un programme à faire en autonomie, puisque jusqu'à maintenant, c'était un programme où j'étais là à 100%, 100%, comment dirais-je, avec plein de séances, etc. Et là, l'idée, c'est justement que plus de personnes puissent y accéder, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le suivre, mais il y a aussi une question de budget, parce que pour certaines personnes, un coaching, c'est coûteux. Donc l'idée, c'est qu'il soit aussi plus accessible et qu'il puisse être fait par chacun et chacune à leur rythme. Et donc, je suis en train de créer... alors, il y a une nouvelle offre qui est en train de sortir, qui est flexi, où les personnes n'ont que 3 séances, donc c'est plutôt chouette, c'est quand ils veulent. Et une autre où est totalement en autonomie avec... un truc un peu plus budget friendly, on va dire. Ok, je comprends. Je comprends complètement les problématiques d'entrepreneurs, là. Et un petit livre aussi qui est en cours, mais ça va prendre son temps. Ok, mais affaire à suivre en tout cas. Affaire à suivre. Et bien parfait. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour suivre Steph. Merci encore pour cet épisode, c'était super enrichissant. J'espère que ça t'a plu. Merci à toi pour ton accueil, c'était un plaisir de pouvoir partager tout ça. Et j'espère aussi que ça a plu à tes auditrices. J'en suis sûre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Steph. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix, ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus, tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi. Donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite!